Le peuple équatorien qui choisit le vivant plutôt que la production, des indigènes qui luttent en Guyane française, des cyclistes qui roulent pour l'eau et des révoltes en Belgique, c'est tout le programme d'aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue dans l'Actu Réfractaire, la chaîne qui décrypte l'info nationale et internationale en à peu près 10 minutes. C'est un tout nouveau format qu'on expérimente en août et qui deviendra à partir de septembre une quotidienne. On a donc besoin dès maintenant de vos critiques, de vos abonnements et de vos partages pour être fin prêt pour la rentrée. Merci en tout cas à tous ceux qui l'ont déjà fait parce que vu les stats des dernières vidéos pour une chaîne qui vient d'être créée, c'est assez impressionnant quand même. Il y a eu une quadruple votation en Équateur ce week-end. Des élections présidentielles, législatives, mais aussi deux référendums. Et on va surtout se concentrer sur ces référendums aujourd'hui dans cette quotidienne. On parlera de la situation générale en Équateur sur la chaîne du Canard Réfractaire. À la suite de ces référendums, les organisations écologiques du pays ont dit ceci. L'Équateur devient le premier pays du monde à arrêter des forages pétroliers grâce à la démocratie climatique directe. Ça a l'air pas mal, hein. On va regarder de près ce qui s'est passé là. Il y a eu donc un premier référendum national de toute la population équatorienne qui a pu voter ce week-end sur l'exploitation d'un site pétrolier et il y a eu un référendum local dans la capitale Quito sur l'exploitation minière dans les forêts aux alentours. Les deux référendums ont été remportés par les opposants au projet. 59% contre l'exploitation du bloc 43 du site pétrolier de Yasuni et 68% contre les mines d'or, d'argent et de cuivre de la région de Quito. Et tout l'enjeu de ces référendums et tous les débats qu'il y a eu en Équateur, c'était dans cette opposition entre le besoin de développement économique du pays à travers ses ressources polluantes comme le pétrole et la nécessité écologique, surtout pour un pays d'Amazonie. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de projet, c'est pourvoyeur d'emplois. Même si la construction et l'exploitation est faite par des entreprises chinoises en général, il reste quand même beaucoup d'emplois pour les Équatoriens. Ensuite, le pétrole représente 35% des exportations du pays, c'est-à-dire près d'un quart du budget de l'État, et 10% de son PIB. Les gisements du bloc 43 du site Yasuni représentent, eux, 12% de la production de pétrole équatorienne et un total de 20% des réserves du pays. Renoncer à ce puits et peut-être d'autres dans le futur, c'est donc renoncer à une partie du développement économique du pays. Un oui majoritaire pour l'exploitation de ces puits au référendum aurait pu rapporter plus de 20 milliards de dollars en 20 ans à l'État équatorien. Selon la Banque centrale équatorienne, le non va faire reculer de 2% les estimations de croissance au moins jusqu'en 2026. Pour les mines de la périphérie de Quito, elles seraient, selon l'État équatorien, les deuxièmes réserves mondiales d'or, les premières en argent et habiteraient aussi une quantité immense de cuivre. Le refus de l'exploitation, qui aurait pu commencer en 2024, va faire perdre 2 milliards de dollars juste pour les 2 années à venir. Les prévisions de gains étaient encore plus importantes pour les années suivantes. Et c'est important de le signaler, ces votations, ce sont des référendums d'initiative citoyenne, donc d'initiative du peuple équatorien qui, à travers une pétition, a obligé le gouvernement à organiser un référendum alors que le gouvernement voulait exploiter ces mines et voulait exploiter ces puits de pétrole. À l'époque et encore aujourd'hui, l'argument principal contre l'exploitation des mines est avant tout éviter la pollution des eaux. Selon l'association Sauvons la forêt, l'exploitation d'une tonne d'or demande en moyenne 150 tonnes de cyanure. Le cyanure pollue l'eau et l'extractation des minerais nécessite également 140 000 litres d'eau par heure. Et donc, dans un contexte de sécheresse mondiale, il est impensable pour les citoyens équatoriens de se servir de l'eau pour ça. Problème, pour s'intégrer dans les marchés mondiaux, le pétrole est essentiel pour l'Équateur, et les mines aussi d'ailleurs. Mais le pétrole l'or noir par exemple, ça sert de monnaie d'échange pour construire des infrastructures par les immenses entreprises chinoises. Sauf qu'en faisant ça, l'État équatorien s'engouffre dans une spirale de dette pour rester compétitif. L'Équateur, comme de nombreux pays du monde, se détache donc de l'hégémonie états-unienne, mais s'enferme dans le même piège de la dette avec l'État et les entreprises chinoises. Le résultat du référendum, important de le noter, est l'une des premières révoltes contre ce développement capitaliste organisé par la Chine à l'étranger, puisque le bloc 43 était en effet exploité par des monopoles chinois. Les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, et juste au milieu le peuple
L'Équateur semble être un bon résumé des 3 forces majeures qui font aujourd'hui l'histoire. Et si tu te posais la question, la personne qui est arrivée première à l'élection présidentielle est celle du parti de Rafael Correa, qui sont des personnes de gauche, des personnes socialistes. Il y aura un second tour qui va arriver en octobre et pour bien comprendre tous les enjeux de la région, encore une fois, on vous renvoie sur une prochaine vidéo qu'il y aura sur la chaîne principale du Canard Réfractaire. On reste en Amazonie, mais on retourne en France et plus précisément en Guyane française, puisque là-bas, tu as des proches du président de la République qui pratiquent de la déforestation. Ce sont 140 hectares qui vont être défrichés afin de permettre l'installation d'une centrale électrique non polluante dans l'ouest de la Guyane. Une partie du parc sera composée de panneaux solaires et l'autre de batteries au lithium et des réserves d'hydrogène, ce qui permettrait d'alimenter en théorie 10 000 foyers de jour comme de nuit. Seulement, voilà, la centrale va être construite dans les territoires de Kalina, en Amazonie. Donc tu as 200 habitants du village Prospérité qui luttent depuis 3 ans contre l'installation de cette centrale. Les villageois ont déjà détruit des machines et des engins de chantier en septembre 2022 à la reprise des travaux et pareil en avril 2023 après plus de 6 mois d'arrêt des travaux. Le défrichage vient de reprendre le 16 août 2023 et il y a 50 gendarmes qui encadrent quotidiennement les travaux. 16 hectares ont déjà été défrichés. Le chantier est mené par Thierry Drault. Ce dernier est un PDG du fonds d'investissement Meridiam et surtout un ami d'Emmanuel Macron pour qui il a organisé des levées de fonds en 2017 qui lui ont permis donc de financer sa campagne sans aucun parti politique. Ce qui était donc une certaine forme d'investissement plutôt rentable. Pour les indigènes du village Prospérité, le projet va les couper de leur zone de chasse. La centrale risque aussi, selon eux, de polluer la rivière et de faire fuir le gibier. Le chef du village propose de mettre l'installation dans des rizières à désinfecter ou encore de poser les panneaux solaires directement sur les habitations. Pour la forêt amazonienne, qui a déjà perdu 20% de sa superficie totale depuis 1970, c'est aussi une catastrophe. La déforestation se fait pour des projets de culture de palmes, de soja, de céréales fourragères, de pâturage à bovins, mais aussi pour des projets d'orpaillage et maintenant pour cette centrale électrique. Ce type de projet, ça permet donc aussi indirectement de détruire le mode de vie des populations autochtones, mais contre leur gré. La France n'a d'ailleurs pas ratifié la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail qui traite spécifiquement des peuples indigènes et tribaux. Et donc en France et donc en Guyane par conséquent, on reconnaît qu'un simple droit d'usage du sol, y compris aux populations traditionnelles qui occupaient les territoires bien avant la conquête de l'État français. C'est un frein énorme à l'autosuffisance et aux activités ancestrales de pêche, de chasse, de cueillette et d'agriculture traditionnelle de ces communautés. Cela force les populations à entrer dans le fameux marché du travail, sauf que du travail en Guyane, comme on dit chez nous, il y en a pas. Le convoi de l'eau fait parler de lui et du coup on va en parler, tiens. Le convoi de l'eau, c'est donc plus de 700 personnes qui sont en train de faire Sainte-Soline-Orléans à vélo et l'étape finale c'est à Paris le 27 août. La manifestation est organisée par le collectif Bassine Non Merci, mais aussi la Confédération Paysanne et les Soulèvements de la Terre dont la dissolution a été annulée par le Conseil d'État récemment. L'idée pour eux, c'est de sensibiliser à l'accaparement de l'eau et d'aller demander des comptes à l'agence de l'eau Loire-Bretagne à Orléans, puisqu'elle finance à hauteur de 80% les projets des immenses bassines, notamment de Sainte-Soline, donc avec de l'argent public. Et enfin, ils iront à Paris pour demander des comptes au gouvernement cette fois. Pour eux, et là je cite, les méga-bassines ne constituent en rien un levier d'action pour restaurer le bon état et un partage équitable de la ressource en eau. Les cratères bâchés remplis par pompage dans les nappes phréatiques sont une maladaptation du réchauffement climatique et s'accrocher à ces projets, c'est retarder la nécessaire et urgente transition agroécologique et paysanne. Et on leur souhaite évidemment un bon courage pour ces derniers kilomètres. La canicule devrait se calmer d'ici quelques semaines,
Même si en vrai, elle a jamais commencé en Bretagne, les gars, c'est juste ailleurs qu'il fait chaud là. Dernière actu du jour à Webey, pas sûr de la prononciation, ça s'écrit comme ça en tout cas. En Belgique, tu as Domenico, un homme de 32 ans qui a été abattu vendredi 19 août par la police pour un refus d'obtempérer alors qu'il était sur un quad. Ça me rappelle un truc cette histoire. L'autopsie a décelé un impact de balle à la base du crâne. Il s'est donc fait tirer dessus dans le dos. Aucune vidéo du tir n'existe et l'enquête ne pourra reposer que sur la version policière. La presse belge n'a d'ailleurs pas manqué de dévoiler le casier judiciaire de Domenico, comme si cela justifiait d'être abattu. Depuis vendredi, une révolte circonscrite à Webey et à l'agglomération de Liège a lieu chaque nuit. Des moyens importants ont été mis en place. Hélicoptères, canons à eau, arrêt de lignes de transport en commun, interdiction de rassemblement de plus de 4 personnes. Ces événements nous rappellent bien évidemment l'affaire Naël et toutes les révoltes qui ont suivi il y a quelques semaines en France. Ce qui montre bien qu'il y a bien des problèmes communs et des réactions communes entre les populations. On vous tient au courant évidemment s'il y a des nouvelles informations à ce sujet. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu cette quotidienne qui n'est pas encore une quotidienne en août mais qui le sera en septembre. Donc n'hésitez pas à partager à vos amis, à votre famille, à vos collègues, on a besoin d'un maximum de retours. Et ça nous intéresse notamment d'avoir des retours de personnes, si c'est votre cas ou des proches autour de vous, qui n'ont pas l'habitude de regarder des vidéos disons militantes sur internet, mais plutôt le JT à la télévision, Hugo Décrypte, bref la presse qui est plus mainstream. On aimerait bien avoir des retours comme ça. Sur ce, amis réfractaires de l'actu réfractaire, à la prochaine et des bisous. Enfin, des bisous sur la chaîne du Canard. Faudra qu'on trouve une autre petite fin comme ça là juste pour actu. Mais en attendant, des bisous.